Bonjour, ici Nicolas Tétrault. Aujourd'hui, j'ai un ultime honneur de vous présenter un grand Québécois, un grand homme, docteur Pierre Marois. En fait, c'est une sommité mondiale dans le domaine de la physiatrie, professeur aussi à l'Université de Montréal, plus de 45 ans à l'hôpital Sainte-Justine. Aujourd'hui, je partage cette entrevue avec M. Samuel Grenier, grand vulgarisateur, homme d'affaires québécois on se met tous ensemble pour tenter d'améliorer et de secouer la léthargie du système de santé québécois et canadien par extension. Alors, docteur Marois, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Quel privilège de vous avoir avec nous. Ça me fait très plaisir. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de vous avoir, honnêtement. Et j'aimerais aujourd'hui que vous nous parliez peut-être qui est Dr. Pierre Marois. Les gens ne vous connaissent pas tous, n'ont pas ce privilège. Donc, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Qui êtes-vous? D'où vous venez? Où avez-vous étudié? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis médecin physiatre à l'hôpital Sainte-Justine, mais j'ai grandi à Ville-Saint-Michel. J'étais un gars de Ville-Saint-Michel. Et à l'âge de 19 ans, je suis entré en médecine à l'Université de Montréal. Pour payer mes études, j'ai commencé à travailler à l'hôpital Sainte-Justine en 1970, donc il y a déjà presque 55 ans. Je travaillais alors dans le laboratoire de microbiologie, dans le laboratoire de physiologie pulmonaire pour justement payer mes études. Donc, je travaillais le soir, la nuit, puis parfois les fins de semaine, puis j'étudiais durant le jour à l'Université de Montréal. Après ça, j'ai fait une formation à l'étranger. J'ai fait tout mon parcours après, donc à Sainte-Justine en grande partie pour faire ma médecine physique et réadaptation. Donc, je suis devenu physiatre en pédiatrie. Je me suis concentré là-dessus pendant les 5 années de ma formation à Sainte-Justine. Après ça, j'ai fait 1 année de formation à l'étranger. J'ai travaillé à l'Université de Karolinska en Suède. J'ai travaillé en Angleterre. J'ai travaillé à Minneapolis. J'ai fait une formation en Californie, à Toronto. Pour commencer à pratiquer comme physiatre à Sainte-Justine, finalement, en 1981. Donc, ça fait déjà 44 ans, bientôt 45, que je suis à Sainte-Justine comme physiatre, mais ça fait 55 ans que je suis là. C'est ma deuxième maison. Je suis donc professeur maintenant à adjoint clinique à Sainte-Justine et j'ai fait beaucoup de recherches sur les enfants qui sont atteints de paralysie cérébrale parce que c'est la clientèle que j'ai le plus suivie dans ma vie. Donc, j'ai fait plus de 70 000 consultations sur des enfants atteints de paralysie cérébrale et j'ai essayé d'initier plein de nouveaux traitements sur ces enfants-là. Donc, on a mis en place la première équipe au monde qui a commencé à faire ce qu'on appelle des radicélectomies. C'est des chirurgies qu'on fait dans le dos des enfants. On fait une ouverture de la colonne chez les enfants qui ont la paralysie cérébrale pour aller couper des petits nerfs qui leur permettent éventuellement d'être beaucoup moins raides, beaucoup moins spastiques, de développer moins de déformations et d'être beaucoup plus fonctionnels. C'est une chirurgie maintenant qui est reprise partout dans le monde, mais c'est moi qui avais mis en place la première équipe au monde qui a commencé à faire ces approches-là. Vous avez été le précurseur. C'est vous qui avez mis ça avec votre équipe en place. Oui, j'ai donc formé une équipe. J'ai demandé à des neurochirurgiens de se former pour le faire et on a fait des évaluations de tous les enfants, puis on a opéré plus de 350 enfants qui ont eu cette chirurgie-là à Sainte-Justine, mais qui est maintenant appliquée dans plein d'endroits à travers le monde, puis partout en Amérique du Nord, puis en Europe. Je voudrais peut-être maintenant parler de ce qu'est l'hyperbare, parce qu'effectivement, on va en parler beaucoup dans la prochaine heure. Donc, la médecine hyperbare, en fait, c'est une médecine qui existe depuis une centaine d'années. Il s'agit simplement de mettre une personne dans un environnement qui est pressurisé et on augmente donc la pression par des compresseurs à l'intérieur d'un environnement qui est clos. Il y a 2 types de chambres. Les chambres les plus conventionnelles qu'on retrouve dans les hôpitaux, en général, c'est des chambres qui peuvent aller à de très haute pression, qui sont des chambres à coque rigide, soit en acier, soit en plexiglas. C'est des chambres un petit peu comme ce qu'on voit ici. Il y en a des petites où on peut traiter 1 ou 2 personnes à la fois, mais il y en a d'autres où on peut traiter plus de 50 ou 60 personnes à la fois, donc des très grandes chambres. Dans ces chambres-là, on utilise vraiment des pressions qui peuvent être assez élevées. Et pour expliquer ce qu'est la pression, au niveau de la mer, la pression atmosphérique de l'air qu'on respire est à 1 atmosphère.
Quand on monte en avion, la pression baisse de plus en plus parce que l'air est de plus en plus rare. Et c'est pour ça que dans les avions, on est obligé d'avoir une pressurisation à l'intérieur parce qu'on serait tous morts à 30 000 pieds. Au contraire, quand on va en plongée sous-marine, lorsqu'on descend sous l'eau, la pression augmente. Donc, à chaque 30 pieds, on augmente d'1 atmosphère. Donc, en 30 pieds sous l'eau ou environ 30 pieds sous l'eau, la pression est à 2 atmosphères. À 60 pieds, elle est à 3 atmosphères. À 90, à 4 atmosphères, etc. D'accord. Donc, les grosses chambres sont capables de monter à des pressions équivalentes à plus de 100, 120 pieds sous l'eau. Et dans certaines pathologies, c'est absolument essentiel. Il existe maintenant des chambres beaucoup plus faciles à utiliser que les gens peuvent utiliser à la maison et qui sont beaucoup, beaucoup moins dangereuses parce qu'on comprend que quand on descend à 120 pieds sous l'eau, même quand on fait de la plongée avec des bonbonnes, on doit avoir une certification, on doit prendre des cours, puis c'est très dangereux de remonter trop vite, on peut mourir ou se paralyser. Donc, les techniciens qui utilisent des chambres, qui opèrent des chambres à haute pression, ils doivent être extrêmement bien formés. Il y a beaucoup de dangers inhérents à ces chambres-là, mais sous un bon contrôle, les dangers s'effacent presque tous. Dans les chambres portables, donc des chambres pressurisées à beaucoup plus petite pression que les gens peuvent utiliser maintenant à la maison, ces chambres-là sont pressurisées à seulement 1,3 atmosphères. Donc, la pression est beaucoup plus basse. C'est l'équivalent de faire de la plongée à 8-9 pieds sous l'eau. Donc, on n'a pas besoin de cours pour faire ça. Puis, les incidents liés à l'utilisation de ces chambres-là sont à peu près inexistants. Mais ça ne traite pas les mêmes conditions. Donc, le risque pour un citoyen, une famille, d'acheter ce genre ou de louer ce genre ou d'utiliser ce genre de machine à la maison est quasi nul ou inexistant à 1,3 atmosphères. Oui, en fait, les risques, effectivement, ou les dangers et les effets secondaires sont à peu près inexistants. Les effets secondaires négatifs, parce qu'il y a des effets secondaires positifs que vous allez nous parler bientôt dans la prochaine tranche. On va parler des effets thérapeutiques, mais les effets indésirables, si on veut, sont à peu près inexistants. Les effets de risque à la maison aussi, je pense. Hein? Quand c'est une chambre pressurisée à 1,3 atmosphères, il n'y a pas de risque d'explosion comme les gens aiment souvent dire. Oui, on pourra revenir là-dessus en parlant de Santé Canada tout à l'heure, mais effectivement, ces chambres-là ne peuvent pas exploser, ça ne peut pas prendre en feu. Contrairement à des chambres à haute pression qui sont souvent pressurisées avec 100% d'oxygène, là, les risques d'incendie à l'intérieur de la chambre ou les risques d'explosion, ça explose pas l'oxygène, hein, ça fait juste flamber davantage. Mais c'est comme la haute pression est haute, s'il y avait un bris dans la chambre à 2-3 atmosphères, puis qu'un hublot se dégradait, ou si un hublot brisait, là, il pourrait avoir effectivement des dangers absolument énormes. Ce qu'on ne voit pas dans des chambres à 1,3 atmosphères. Puis de toute façon, les chambres avec très forte pression, c'est vraiment des appareils qu'on retrouve la plupart du temps dans des hôpitaux ou dans des cliniques avec des médecins ou des techniciens très, très spécialisés. Tout à fait. Pour traiter vous allez revenir là-dessus, mais des spécialités ou des maladies ou pas des maladies, ou des troubles médicaux plus importants ou très spécifiques. Donc, exactement. Puis la grande majorité du temps, on ne les utilise pas. Donc, il y a 2 types de chambres. Celles qu'on retrouve dans les hôpitaux, évidemment, c'est des chambres beaucoup plus costaudes sur lesquelles on peut traiter toutes sortes de pathologies. Et au Québec, il y a plus d'une douzaine d'indications pour lesquelles la RAMQ va payer ou rembourser les traitements. Et puis, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces traitements de chambres hyperbares? Mais ces chambres-là sont aussi utilisées énormément par les athlètes de pointe, autant les coureurs automobiles que les boxeurs, que les patineurs de vitesse courte piste, parce que ça leur permet de mieux préparer leur corps à des performances. Au Canada, ces chambres sont déjà utilisées. Oui. Non seulement pour les athlètes, même les patineurs de vitesse courte piste au Canada ont longtemps utilisé des chambres qui apportaient même dans leur compétition, lorsqu'ils étaient dans l'avion quand ils allaient faire des courses en Corée ou aux Jeux olympiques, etc. Mais c'est 2 types de chambres complètement différentes qui, dans les 2 cas, augmentent la pression, mais une qui peut avoir beaucoup de conséquences si c'est pas fait dans un milieu adéquat, donc les chambres à haute pression. Et les chambres à basse pression, eux, sont limitées vraiment plus à soit améliorer les performances chez les athlètes ou traiter des conditions neurologiques ou d'autres conditions semblables. Le gouvernement paie déjà, il reconnaît plus d'une douzaine d'indications de pathologies qui peuvent être traitées dans des chambres hyperbares et qui sont payées même par la RAMQ. Est-ce que c'est coûteux?
quand on s'en va dans des traitements dans les hôpitaux, ça peut coûter, ça coûte à l'État probablement 5, 6, 700 $ de l'heure pour un traitement. Quand quelqu'un utilise une chambre à basse pression à la maison, c'est un traitement qui est vraiment très peu coûteux. Ça va revenir peut-être à 10, 20, 30 $ du traitement. Donc, c'est beaucoup moins coûteux puis beaucoup moins dangereux si on veut. Mais les indications ne sont pas les mêmes. Donc, actuellement, les indications reconnues internationalement sont celles qui sont liées à l'utilisation des chambres à très haute pression. Donc, les incidents de plongée sous-marine, quelqu'un qui est monté trop vite à la surface puis qui est en train de paralyser, par exemple, les intoxications au monoxyde de carbone, les plaies qui ne guérissent pas chez les personnes qui ont, par exemple, du diabète puis qui ont de la difficulté à guérir leurs plaies. Dans ce temps-là, dans ce temps-là, les chambres hyperbares à haute pression peuvent vraiment aider parce qu'on ajoute aussi 100% d'oxygène qui est nécessaire dans certaines pathologies. Est-ce que ça fait longtemps qu'on utilise cette technologie-là ici au Canada? Ça fait certainement plus de 50 ou 60 ans au Canada, puis à travers le monde, c'est un traitement qui a été initié il y a une centaine d'années. Un traitement-là extrêmement simple, là, parce que c'est pas très, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien là-dedans. A été capable de régler une quantité de maladies ou de problématiques. Donc, les effets de l'hyperbare, il y en a plusieurs. La première, c'est que quand on s'en va dans un environnement pressurisé, même lorsqu'il y a pas beaucoup de pression, comme les chambres portables, par exemple, c'est 1,3 atmosphères de pression, l'équivalent de descendre juste à 8-9 pieds sous l'eau. La quantité d'oxygène dans le corps est déjà augmentée de 50%. Et on sait que l'oxygène, c'est le moteur de toutes nos cellules. Sans oxygène, pendant 3 minutes, on est mort. Et donc, puis il faut nous réanimer par la suite. Donc, l'oxygène, lorsqu'on augmente un peu la quantité d'oxygène, toutes nos cellules se mettent à fonctionner de façon beaucoup plus adéquate. Puis des endroits où il y a par exemple, des lésions ou des dommages qui ont été créés au niveau du cerveau, si on les booste en oxygène, ces cellules-là se mettent souvent à refonctionner alors qu'ils sont pas mortes, mais qui étaient en phase de latence ou qui étaient en train de dormir, si on veut. Donc, déjà, il y a une augmentation de l'oxygène. L'oxygène aussi, c'est bactéricide, ça tue des bactéries. Fait que quand il y a des gens, par exemple, qui ont des plaies infectées qui guérissent pas, on les met dans un environnement comme ça, ils vont guérir. La deuxième chose que ça fait, il y a des effets de pression juste dus dans la chambre. Et par exemple, quand quelqu'un fait de la plongée sous-marine, monte à la surface trop vite, il va avoir ce qu'on appelle des embolies gazeuses, des bulles d'air qui vont se former à certains endroits dans leur corps, des embolies à l'azote. Et ça peut donner des paralysés, puis donner des problèmes, des paralysies, pardon, donner des problèmes au niveau cérébral, puis causer la mort. Quand on s'en va dans une chambre où la pression est augmentée, ces petites bulles d'air deviennent plus petites, puis là, le corps est capable de s'en débarrasser. C'est capable de réintégrer les vaisseaux sanguins, puis quand on s'en débarrasse. Donc, il y a des effets de pression. Puis, dans certaines conditions, par exemple, quelqu'un qui vient de faire une commotion cérébrale sévère, commotion cérébrale, c'est qu'il y a un édème au niveau du cerveau, le cerveau a enflé, mais quand on s'en va dans un environnement sous pression, le cerveau désenfle et donc on peut récupérer beaucoup plus vite d'une commotion cérébrale si on s'en va dans une chambre hyperbare. On sait maintenant que les recherches aussi ont démontré que la quantité de cellules souches qui circulent dans le corps, lorsqu'on monte à peine la pression, aussi peu qu'à 1,3 atmosphères, donc l'équivalent de ce qu'on utilise dans des chambres à basse pression, les cellules souches sont multipliées par 3. Les cellules souches, c'est les cellules dans notre corps qui sont les précurseurs de toutes les autres cellules et qui nous permettent de guérir. Donc, il y a des gens qui font maintenant des thérapies avec des cellules souches, mais l'hyperbare est un peu comme si on faisait une thérapie à cellules souches. Là. Ça multiplie par 3 la quantité de cellules souches qui circulent. Et finalement, un autre effet de l'hyperbare, c'est que même à très, très petite pression, à 1,1 atmosphère... Donc, le modèle maison, même le modèle maison est à 1,3, mais même à plus bas que ça, des milliers de gènes dans notre corps sont activés pour favoriser des processus de guérison. Donc, ça accélère la guérison parce qu'il y a des gènes qui diminuent l'inflammation, d'autres qui permettent au corps de mieux se réparer. Et donc, ce sont les effets du traitement hyperbare qui ont des impacts donc sur l'évolution d'une quantité de pathologies. Mais pourquoi vous me l'expliquez et je ne suis pas médecin, je ne fais pas de recherche, je vous comprends. Pourquoi on entend parler de cette technologie-là souvent de la mauvaise façon où on semble réticent à adopter
ces traitements-là ici au Canada, au Québec en tout cas, je vais parler pour le Québec. En fait, il n'y a pas trop de mystère là-dedans. C'est vraiment ridicule qu'on n'en parle pas davantage parce que c'est un traitement, c'est pas un traitement de charlatan, c'est pas de la sorcellerie, alors que j'entends souvent des commentaires de gens, écoute, c'est la chasse aux sorcières, vous êtes en train d'inventer une approche. C'est une approche pure et dure, très technique, médicale, très facile à comprendre, mais c'est pas enseigné en médecine. Moi, j'avais jamais entendu parler d'hyperbare avant qu'il y a une Ça fait pas trentaine partie d'années. du cursus scolaire là, Zéro. Même si c'est un traitement reconnu, payé par le gouvernement, puis qu'il existe des chambres hyperbares dans les hôpitaux. Donc, même les étudiants en médecine aujourd'hui n'entendent pas vraiment parler. Pourquoi? Parce que ça remet en question beaucoup des croyances qu'on a en médecine, que le cerveau, entre autres, peut pas se réparer. C'est encore enseigné comme ça. Quand on a une lésion cérébrale, on vit avec, on va essayer de faire de la physiothérapie pour mieux aller, mais le cerveau ne se réparera pas. Alors qu'on voit maintenant avec en médecine hyperbare, puis on fait des scans pour démontrer que le cerveau peut se réparer, peut fonctionner beaucoup plus adéquatement. Mais ça remet en question tout ce qu'on a enseigné en médecine depuis toujours. C'est un peu comme le jour où on a essayé de faire croire au monde que la Terre était ronde. Ce qui était la réalité. Mais les gens qui avaient cru toute leur vie, puis depuis des millénaires, que la Terre était plate, il y en a encore aujourd'hui qui pensent que la Terre est plate. Donc, il n'y a pas de lobby, surtout pour ce traitement-là, parce qu'il n'y a pas des milliards de dollars à faire. Donc, il n'y a pas l'équivalent du lobby pharmaceutique, parce que ces chambres-là, ça coûte pas si cher que ça. C'est un traitement où il n'y a pas beaucoup de monde qui vont faire de l'argent avec. Là. Donc, s'il n'y a pas de lobby, c'est pas enseigné, puis c'est pas enseigné, les gens ne le connaissent pas, puis si les gens ne le connaissent pas, ben ils ont l'impression que c'est quelque chose de très marginal, que c'est ésotérique. Donc, vous devez convaincre des gens de votre niveau de connaissance, avec une approche médicale, vous devez vous aussi les convaincre, ces gens-là. Tout à fait. La très grosse majorité des médecins aujourd'hui ne connaissent rien à l'hyperbare. S'ils connaissent rien à l'hyperbare, ils ont l'impression, si ça n'aurait pas été enseigné, que c'est pas un traitement qui est valide ou valable. Et ceux qui ont une formation en hyperbare, qui comprennent bien les effets de l'hyperbare, eux, pour l'instant, ne croient pas encore au fait que les chambres aussi à basse pression, à 1,3, puissent avoir un effet. Même si toutes les preuves sont là aujourd'hui. Je vous parlais de cellules souches, je vous parle de la thérapie avec des gènes qui s'activent, etc. Mais ils ne sont pas encore rendus là. Eux ont toujours travaillé avec des chambres à haute pression, puis avec beaucoup de dangers. Ça demeure dans l'environnement médical. Et dès qu'on sort de cet environnement-là, ils ont l'impression que c'est un traitement qui ne fait rien, alors qu'on a toutes les preuves du contraire aujourd'hui. Et vous faites des recherches et parlez-nous justement de ces résultats de recherche-là. Tout le départ des recherches sur l'hyperbare, ça vient d'une mère qui s'appelle Claudine Lannoy, qui était la mère déjà de plusieurs enfants, mais qui a eu des jumeaux qui étaient prématurés, passablement prématurés, moins de 30 semaines de gestation. Et ces enfants ont eu des conséquences sévères, des complications. Et j'ai vu ces enfants la première fois alors qu'ils étaient âgés de 18 mois. Elle s'est présentée à mon bureau à Longueuil. Je me souviens encore du moment, même si ça fait longtemps. Et je vois ces deux enfants arriver. Un qui, à 18 mois, ne tient pas assis, qui tient sa tête, mais c'est à peu près tout. Et l'autre qui a une atteinte un peu moins sévère, alors qu'il est capable de se déplacer un petit peu debout avec un support de 2-3 personnes, puis en faisant des pas, puis avec des orthèses, mais qui était très atteint aussi. Les deux, donc, avaient une paralysie cérébrale. Puis à l'âge de 18 mois, alors qu'ils étaient suivis à l'hôpital de Montréal pour enfants, il n'y a aucun diagnostic qui avait été posé sur ces enfants-là, ce qui est assez étonnant parce qu'ils étaient des prématurés. Puis une des causes de la paralysie cérébrale, c'est la prématurité. Puis on voyait chez eux des retards extrêmement importants. Donc, il n'avait pas été non plus référé en centre de réadaptation. Donc, j'ai dû expliquer à la maman que ces deux enfants avaient la paralysie cérébrale. C'était très difficile. Mais c'est une maman tellement polyvalente, passionnée, brillante, qu'elle a décidé, elle, de trouver toutes les approches qui pourraient aider son enfant, ses deux enfants. Donc, elle a fait beaucoup de physiothérapie à gauche, à droite, elle a été en Ontario, elle a été à gauche pour essayer de trouver une approche qui pourrait les aider davantage. Et
quelques années plus tard, alors que je la suivais tous les 6 mois, il m'est arrivé une bonne journée avec un article de journal qui venait d'un journal, à peu près l'équivalent du journal de Montréal, mais en Angleterre, où on montrait 2 enfants qui s'étaient améliorés de façon significative avec des traitements en chambre hyperbare. Parce que les chambres hyperbares là-bas étaient beaucoup utilisées dans d'autres conditions, comme la sclérose en plaques. Fait qu'il y avait une 60aine de chambres à travers la Grande-Bretagne où on traitait ces personnes-là. Puis il y avait traité des enfants atteints de paralysie cérébrale, puis on parlait au miracle, etc. Mais moi, je connaissais pas l'hyperbare. En médecine, on l'enseigne pas. Fait que je connaissais absolument rien de ce traitement-là, mais quand elle m'a dit qu'elle voulait aller en Angleterre faire traiter ses 2 enfants, mais j'ai pas pu nécessairement la supporter, mais je dis, écoute, va trouver d'autres informations. Et finalement, j'ai communiqué avec des médecins, 3 médecins, un qui était en Écosse, qui supervisait tous les traitements des personnes qui ont la sclérose en plaques, mais qui avait vu des enfants atteints de paralysie cérébrale également. Dr. Neubauer qui est en Floride, puis Dr. Paul Arch qui est en Louisiane, et qu'ils avaient traité quelques enfants atteints de paralysie cérébrale, et les 3 me parlaient de résultats qu'ils avaient vus, même s'ils n'avaient pas fait de recherche ou rien publié. Puis il y avait encore 0 publication dans le monde sur ce sujet-là. Donc, je lui ai dit, mais écoute, peut-être que ça vaut la peine que tu l'essaies. Puis elle avait déjà fait une fondation pour ramasser des sous pour aller en Angleterre. Donc, son idée était faite. Donc, je vais évaluer tes enfants avant et après. Elle est revenue 2 semaines plus tard avec ses enfants qui avaient été traités, puis elle est arrivée dans mon bureau avec Radio-Canada, caméra à l'épaule, pour m'enregistrer puis voir ma réaction. Alors, j'ai été très prudent, évidemment. Oui. Là, j'examine ses enfants, puis un qui avait jamais tenu assis tenait maintenant, en l'espace de 2 semaines, ça s'était fait. Hein, puis il s'était rendu à 4 ans, ces enfants-là. C'est pas quelque chose qu'on voit d'habitude. Puis l'autre qui avait de la difficulté à se déplacer debout, il était beaucoup plus fluide, pouvait faire des pas même sans utiliser ses orthèses ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que j'avais jamais vu. Et ça s'est produit en combien de temps? Elle était là? 2 semaines. 2 semaines. Elle est allée en Angleterre 2 semaines. Oui. Elle a eu des traitements tous les jours pendant 2 semaines, puis déjà, on voyait des changements. Puis c'était pour moi difficile de l'attribuer à l'hyperbare d'un traitement que je connaissais même pas, mais ce que j'ai dit devant les médias, à la télé, c'est que, ben écoute, c'est surprenant, faudrait comprendre ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui devrait faire de la recherche là-dessus, mais c'était la dernière de mes idées, moi-même faire la recherche, parce que j'avais déjà 3 enfants, j'avais un autre qui devait arriver 5-6 semaines plus tard, une petite fille qui s'en venait, puis j'en avais plein les bras, puis c'était pas mon bag trop de faire la recherche. C'est un monde complexe où tu passes plus ton temps en demande de subvention ou quoi que ce soit, puis moi, je suis un clinicien, je suis là pour aider mes patients. Sauf que ce qui s'est passé, la télé, c'est d'un océan à l'autre le soir même, c'était à CBC. Tout le monde a vu cette entrevue-là. Puis il y avait en plus des vidéos des enfants avant et après qui avaient été enregistrés déjà par la télé et qui ont passé en boucle. Et on voyait vraiment le changement chez ces enfants-là. C'est pas unique pour elle non plus, pour la dame qui a suivi ça. Cette pathologie-là existe pour d'autres. Ça existe, mais il y a 4000 enfants au Québec qui ont la paralysie cérébrale. Hein. Et puis moi, j'en ai suivi des milliers. Donc, c'est plusieurs des patients que je suivais qui ont vu ça, puis qui voulaient tous aller en Angleterre. Donc, moi, je dis, on fera pas ça, vous faites pas faire ça. Là. Ils sont en train d'hypothéquer leur maison, vendre leur voiture pour aller avoir le traitement miracle, mais si on n'avait aucune recherche, aucune évidence scientifique vraiment qui supportait ça. Donc, j'ai rencontré le chef de neurologie à Sainte-Justine, celui qui s'occupait de la chambre hyperbare à l'Université McGill, parce qu'il y avait une chambre dans le centre sportif pour traiter les joueurs de hockey du Canadien puis des Alouettes. J'ai communiqué avec la clinique qui avait à Rimouski, qui était l'Institut maritime pour les incidents de plongée sous-marine. Et on a décidé de mettre en place une première recherche sur 25 enfants. Et c'est tellement la ruée vers l'or que il y a 1000 parents qui sont venus dans la première soirée pour leur expliquer qu'on était pour faire une recherche. C'était juste du bouche à oreille. Tout le monde voulait. Ouais, tout le monde voulait. Donc, on était capable de recruter facilement 25 enfants qu'on a traités rapidement. J'ai monté un protocole, formé des intervenants. On a été chercher les sous qu'il fallait.
Et on a traité ces 25 enfants-là qui ont reçu seulement 20 traitements hyperbares. Certains l'ont eu en 2 semaines parce qu'il y avait 2 traitements par jour, d'autres en 4 semaines. Mais on a vu des changements chez la très grosse majorité de ces enfants-là, mais des changements assez spectaculaires. Des enfants qui, pour la première fois, parlaient de leur vie à l'âge de 7 ans, ou des enfants qui se sont mis à marcher pour la première fois. Et on a mesuré des effets. En fait, la mesure qu'on a eue, c'était 4,5 % de progrès par rapport à ce qu'ils faisaient avant, mais en 2 semaines, ce qui aurait normalement pris des années et des années de thérapie pour obtenir. Et on est en quelle année? Ça, c'est en 1998. OK. Donc, ça fait déjà 26 ans. 26 ans. Et donc, on a publié cet article-là qui est paru dans la plus grosse revue de médecine hyperbare sur la planète. Mais avec ces résultats-là, moi, j'étais encore plus coincé parce que je pouvais pas dire aux parents de pas aller se faire traiter. Hein. Et on a été obligé de présenter les résultats aux parents, mais je les ai aussi présentés au gouvernement, au ministère de la Santé, pour avoir une subvention beaucoup plus importante pour faire vraiment une recherche systématique avec plusieurs groupes pour pouvoir comparer les effets. Et est-ce qu'on est allé vers des études plus poussées? Effectivement. On a fait une grosse étude qui a été publiée en 2001, qui est une recherche qu'on appelle randomisée, c'est-à-dire que les patients sont mis dans des groupes au hasard. Avec des gens qui ne savent pas s'ils le reçoivent. Personne ne savait quel traitement ils recevaient, puis on devait avoir 3 groupes. Un groupe traité dans des chambres à basse pression, et un groupe traité dans des chambres à très plus haute pression avec 100% d'oxygène, puis un groupe un groupe témoin ou un groupe contrôle d'enfants qui recevaient pas de traitement pour pouvoir comparer justement les effets. Et puis le résultat de ça, est-ce que c'est concluant selon vous à ce moment-là? Ben, ça a été très difficile de faire cette recherche-là parce qu'on a eu d'énormes bâtons dans les roues. Le Fonds de recherche en santé du Québec, à l'époque, voulait pas du tout qu'on fasse la recherche. Mais le gouvernement nous a quand même donné 1,4 million de dollars pour la faire. Et le Fonds de recherche en santé du Québec a essayé de saboter la recherche tout le long. Une des premières choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont enlevé un des 3 groupes, le groupe contrôle, et on s'est retrouvé donc avec 2 groupes. Les résultats de cette étude-là randomisée que vous aviez faite là, en 1998. Donc, celle-là a été faite en 2000. En 2000, ouais. C'est ça. Quelque temps après les premiers résultats préliminaires. Et puis, parlez-nous de ces résultats. En fait, dans cette étude-là, finalement, il y a eu seulement 2 groupes. Les groupes traités à plus haute pression puis à plus basse pression, donc l'équivalent d'une chambre d'hôpital, puis l'autre, la chambre que les gens utilisent à la maison souvent. Et chez ces enfants-là, on a traité 115 enfants, divisés en 2 groupes. Et personne ne savait dans quel groupe ils étaient. On a tout mesuré. On mesurait autant leur mémoire, leur attention, leur motricité fine, leur langage, la motricité grossière, avec des outils standardisés. Des enfants jeunes? C'est des enfants qui avaient entre 3 ans et 9 ans. Donc, ils ne pouvaient pas vraiment faker. Ah non, écoute, là-bas, on fait des mesures, puis comme ils ont souvent des petites atteintes cognitives, c'est pas toujours le cas en paralysie cérébrale, mais il y en a beaucoup qui en ont un peu. Évidemment, il y en a qui savaient même pas qu'il y avait un traitement là, parce qu'ils étaient plus atteints. Donc, on a tout mesuré. Et on a regardé ça à la fin, puis ça a été vraiment extrêmement impressionnant. En combien de temps? Là, les enfants ont reçu 40 traitements en l'espace de 8 semaines. OK, donc, 5 par semaine. 5 par semaine pendant 8 semaines. Donc, ils ont reçu 40 traitements. Et on a vu des changements spectaculaires dans tout, autant au niveau de la motricité fine, au niveau de l'attention, au niveau cognitif, au niveau du langage, etc., plus que ce qu'on n'avait jamais mesuré avant dans n'importe quelle recherche sur la paralysie cérébrale. En fait, puis les 2 groupes d'enfants ont évolué exactement de la même façon. Le groupe qui recevait la petite pression, le groupe la grosse pression. Et quand on a publié je dois dire qu'on a eu énormément d'embûches justement pour la publication parce que le Fonds de recherche en santé du Québec voulait absolument arriver à une conclusion à l'effet que ce traitement-là n'avait aucune efficacité et essayait de faire croire que le traitement à basse pression qu'on donnait, c'était un traitement placebo, donc un traitement qui ne fait absolument rien. Donc, si ce groupe-là avait des améliorations, ça venait
ça venait prouver que le traitement ne servait à rien. Exactement. OK. Si on acceptait l'idée qu'il s'agissait d'un effet placebo ou d'un traitement placebo. Mais Le est-ce qu'il est problème, c'est arrivé que ça n'était pas. des résultats mauvais où on a regretté d'avoir mis à l'étude un enfant? Est-ce que ça l'a conclu? Est-ce que ça l'a Non. amené des problèmes? Non, en Non, fait, donc il y a aucun eu problème. zéro Sur les complication, 115. sur tous les enfants. Et en fait, les résultats étaient tellement impressionnants que ça a été publié ça dans The Lancet. The Lancet, OK. c'est la plus grosse revue médicale au monde. Et c'est même l'éditorial de Lancet a repris notre article pour parler justement de l'espoir que ça suscitait. Et l'Agence de santé américaine de santé, donc American Health Agency, a fait un gros travail de recherche sur la recherche qu'on avait faite. Ils arrivent à la conclusion, eux, qu'on ne peut pas penser qu'il s'agit d'un effet placebo parce que les résultats sont trop impressionnants. Fait qu'il faut penser que les deux traitements sont également efficaces. Donc là, ça ouvrait la porte énorme sur la possibilité qu'un traitement vraiment banal, simple à utiliser, qu'on pouvait même utiliser à la maison, ait autant d'effets qu'un gros traitement et que ça pouvait changer la vie des On enfants. venait de démocratiser le traitement Ouais. là aussi. Là. Malheureusement, quand ça a été publié dans le Lancet, le gouvernement, le lendemain de la publication, ou je pense même la journée même, ont envoyé un communiqué de presse dans la presse internationale, partout, en disant que le traitement avait été complètement inefficace. Et dans leur documents, dans leur avis, dans l'article qu'ils avaient publié, ils disaient qu'ils ont changé complètement le titre de l'article qu'on avait publié nous et ont changé complètement la conclusion. Nous, on arrivait à la conclusion qu'il était fort possible que les deux traitements soient également efficaces puis qu'il fallait faire d'autres recherches. Mais comme il n'y avait pas de groupe contrôle, on aurait aimé ça en avoir un, mais il avait été aboli justement par le gouvernement. Le groupe contrôle, c'est le groupe qui ne reçoit aucun traitement. Donc, dans ce temps-là, quand on voit un groupe contrôle qui ne reçoit pas de traitement puis qui ne bouge pas puis que tu vois les deux autres, la preuve est là. Mais comme il n'y avait pas de groupe contrôle puis il y avait juste deux groupes, le gouvernement essayait de faire croire que, ben écoute, c'est un effet placebo, etc. Peut-être que c'est juste le temps qui a fait que ces gens-là allaient mieux. Sauf qu'on n'avait jamais mesuré chez des enfants de cette nature-là, avec cette pathologie-là, des effets aussi importants. Et donc, ça fait l'objet d'un documentaire qui s'appelle Médecine sous influence. Donc, les gens peuvent aller le voir en ligne n'importe quand. C'est l'Office national du film qui a fait ce film-là, où on parle vraiment de la fraude scientifique que le gouvernement a fait à cette époque-là. L'émission JE a fait une émission complète juste sur la fraude que le gouvernement a fait à cette époque-là pour essayer de faire croire que le traitement ne fonctionnait pas. Ils ont trafiqué donc on a tué un traitement qui aurait pu améliorer la vie de milliers de Canadiens. Puis malheureusement, c'est pas juste au Québec que ça a eu un impact. Comme ils ont envoyé ça dans la presse internationale, la conclusion, c'est qu'il faut mettre ce traitement-là sur les tablettes. Donc, après ça, on ne pouvait même plus vraiment en parler du traitement, même au Québec. Mais on a décidé d'ouvrir quand même une grosse clinique. Quand je dis on, c'est pas moi, mais j'ai aidé les gens à s'organiser pour ouvrir une clinique pour traiter des enfants qu'on suivait ici au Québec. Parce que suite à la recherche, il y avait plein de centres qui avaient ouvert partout au Canada. En Ontario, il y en avait 2-3, à Ottawa, à Toronto, au Nouveau-Brunswick, en Alberta, en Colombie-Britannique. Mes patients allaient là pour se faire traiter, alors que la recherche avait été faite ici, puis qu'on avait des chambres disponibles ici. Mais le Collège des médecins empêchait à ce moment-là d'utiliser le traitement, puis s'objectait à toute ouverture d'une clinique. La clinique s'est quand même ouverte à Longueuil, une clinique avec une grosse chambre hyperbare, parce que le propriétaire était vraiment quelqu'un très plugué sur le plan politique. Il y avait beaucoup de pouvoir. C'était Michel Brunet, qui était le président de la Banque nationale, puis de la financière, puis qui a été après ça président de la Caisse de dépôt. Lui, il a pu ouvrir la clinique sans trop se faire taper sur les doigts. Puis là, nous, on a fait une autre recherche sur les patients qui étaient traités à cet endroit-là. Fait qu'il y a plus d'une centaine d'enfants qui ont été traités avec des mesures avant et après. On a montré encore les mêmes résultats avec ce Donc, les résultats ont été confirmés par la suite. Ont été confirmés avec une autre recherche qu'on appelle une recherche longitudinale où on mesurait les enfants avant et après, mais on n'avait pas de groupe de contrôle.
on a continué de faire, j'ai continué de me battre parce que je pensais qu'à chaque fois qu'on avait des résultats comme ça, que le gouvernement était pour payer, on a eu plein d'interventions à l'Assemblée nationale sur ce traitement-là, mais à chaque fois, ça finissait en queue de poisson. Donc, on a décidé de faire une autre recherche. Puis au Québec, j'étais bloqué. Il n'y avait plus de possibilité de faire la recherche sur ce traitement-là. Fait que j'ai travaillé avec un de mes collègues qui est à Delhi, en Inde. Donc, on a fait une très grosse recherche à cet endroit-là avec 4 groupes d'enfants, donc 3 qui recevaient des traitements différents d'hyperbare. Et là, il y avait vraiment un groupe contrôle. Et là, cette recherche-là, qui a été publiée à peu près une dizaine d'années, a démontré des résultats encore une fois spectaculaires, avec une énorme différence entre les groupes qui recevaient uniquement de la thérapie et les 3 autres groupes qui avaient reçu de l'hyperbare. Puis les 3 autres groupes qui recevaient de l'hyperbare, peu importe la pression, la petite pression, la moyenne pression, puis la haute pression, les résultats étaient les mêmes. Donc, encore une fois, ça confirmait. Et puis là, encore une fois, c'est pas plus populaire aujourd'hui, c'est condamné. C'est encore condamné. Puis même si c'est utilisé quand même partout, de plus en plus à travers la planète, c'est pas encore reconnu comme une indication. Donc, après ça, on a dû refaire une autre intervention. Et là, j'ai mis en place une grosse recherche sur tous les articles qui ont été publiés sur la paralysie cérébrale à ce jour et sur les effets de n'importe quel traitement, que ce soit la physiothérapie, d'équitation thérapeutique, du botox, des cellules souches, des radicectomies, des chirurgies qu'on fait dans le dos des patients pour diminuer la spasticité, puis pour comparer les effets de l'hyperbare à tous les traitements que l'État reconnaît comme étant valides aujourd'hui. Il s'agit d'une étude qui a été publiée dans Frontiers in Neurology. Donc, les gens peuvent accéder à cette étude-là en ligne super facilement. Donc, il faut juste écrire Frontiers in Neurology et écrire par la suite GMFMER. Donc, juste en tapant ça sur les moteurs de recherche, vous tombez tout de suite sur l'étude. Donc, c'est une étude qui était faite, qui était basée sur un instrument que j'avais développé à Sainte-Justine, puis au Centre de recherche de Sainte-Justine avec d'autres collègues, qui nous permet maintenant de comparer les effets d'un traitement quelconque sur des enfants qui ont, par exemple, la paralysie cérébrale, avec l'évolution naturelle qu'on s'attendrait à avoir chez ces enfants-là, avec juste la physiothérapie traditionnelle comme on donne tous les jours. Ouais, en fait, au Québec, les enfants sont traités en moyenne 1 fois par semaine. Donc, ça compare l'effet d'un traitement par rapport à la thérapie habituelle payée par le gouvernement. Et donc, on a revisé 800 papiers et on a regardé toutes les recherches qui avaient été faites en utilisant l'outil standard qui s'appelle le GMFM, c'est le Gross Motor Function Measure, qui permet d'évaluer l'évolution de l'enfant au niveau de sa motricité. Et donc, on avait les données de plein de recherches, puis on a été capable d'identifier donc des recherches sur lesquelles on pouvait se comparer. Donc, des enfants qui ont reçu de la physiothérapie intensive, des enfants qui ont reçu de la physiothérapie très intensive, des enfants qui ont eu des chirurgies au niveau de la colonne. SDR, c'est radicectomie. BT, c'est botox. Hypothérapie, c'est des enfants qui font de l'équitation thérapeutique. Et vous voyez les graphiques avec les colonnes. Et on voit dans les 2 colonnes avant la fin, vers la droite, 2 colonnes extrêmement hautes. Et ça, c'est l'effet du traitement hyperbare chez les enfants atteints de paralysie cérébrale. Donc, les enfants ont évolué, pour ceux qui avaient de la haute pression, qui est écrit HBOT 1,75 atmosphères, ont évolué 28 fois plus que ce qui était attendu normalement. Puis les enfants qui ont reçu une plus petite pression, donc l'équivalent de ce qu'on utilise dans des chambres portables à la maison, ont évolué 30 fois plus que ce qu'on s'attend habituellement à avoir. Donc, on est loin d'un effet placebo. On a un effet réel qui est plus important que n'importe quel autre traitement qui est payé par le gouvernement actuellement et qui coûte vraiment beaucoup moins cher que beaucoup de ces approches-là. Parce que quand on voit, par exemple, la physiothérapie intensive, c'est 15 traitements par semaine pour arriver à une évolution 10 fois plus grande que l'évolution naturelle.
15 traitements de physiothérapie, ça vient de vous coûter 1500 $ par semaine. Donc, c'est beaucoup d'argent. Alors qu'en hyperbare, dans des chambres portables, les gens peuvent avoir accès à un traitement pour 2-3 000 $ pour 2 mois de temps, 40 traitements. Est-ce que ce ne serait pas son principal défaut à cette technologie-là, à ce traitement-là? Ça serait... en fait, c'est sa plus grande qualité pour moi. C'est sa plus grande qualité pour vous. Mais comme c'est un traitement tellement simple et peu coûteux, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui font d'argent avec, effectivement, c'est un des défauts de ce traitement-là. Si c'était une pilule, demain matin, ça serait payé là, depuis longtemps. Là. À quel endroit à travers le monde on l'utilise avec reconnaissance en faisant la promotion et est-ce que là-bas, on est capable de voir si effectivement ce que vous supportez par les études, par les résultats des études, c'est confirmé, ça se confirme également ailleurs qu'au Canada? Oui, ça se confirme. C'est juste par vos études? Ça se confirme ailleurs qu'au Canada. Malheureusement, c'est pas encore une approche qui est reconnue à travers le monde. Il y a plusieurs pays qui l'utilisent beaucoup plus que nous, comme là en Chine, ils l'utilisent énormément. En Israël, ils font beaucoup d'études là-dessus. Aux États-Unis, il y a plein d'enfants qui se font traiter. Mais la plupart, malheureusement, n'ont pas fait beaucoup d'études. Mais il y a quand même une vingtaine d'études qui ont été faites sur le traitement hyperbare. Les plus grosses ont été faites par nos équipes ici à Montréal, puis en collaboration avec l'Inde. Mais il y a quand même des études qui ont été faites à Cuba, au Brésil, en Arabie Saoudite, etc. Puis toutes ces études-là, sans exception, ont montré des changements. En fait, il y a une seule étude qui n'avait pas démontré, selon l'auteur, qu'il y avait eu des changements, mais c'est un neurologue, Dr. Lacey, qui a publié il y a à peu près une dizaine d'années et qui a saboté son étude en plein milieu parce qu'il voit, pour lui, il n'y avait pas assez de changements parce que c'était fixé des objectifs absolument inatteignables. Il voulait que les enfants, à l'espace d'un mois, évoluent de 5%. Pardon? Il voulait que les enfants se mettent à courir. Là. Ben, oui, puis il voulait surtout, en fait, ça faisait longtemps qu'il disait qu'il ferait une étude pour montrer que ça marche pas. Et finalement, dans son étude, même si les enfants se sont améliorés de façon significative, avant la fin, il a arrêté son étude, puis il a publié son papier quand même, auquel j'ai répondu. Ça a été publié dans Annals of Neurology. Puis j'ai envoyé une grosse lettre qui a été publiée dans la revue également pour démolir complètement l'article parce que ça faisait aucun sens. Et d'ailleurs, quand on regarde les résultats chez ces enfants qui ont été traités dans son étude à lui, les enfants sont améliorés 20 fois plus que ce qui était attendu normalement. Mais pour lui, c'était pas assez. Fait que sa conclusion, c'est que le traitement marche pas, on arrête cette étude-là. Donc, il y a de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté, il y a eu de la fraude scientifique qui sont faites, qui font que ce traitement-là a encore de la misère à prendre ses ailes, et même si on a toutes les évidences aujourd'hui que ça fonctionne. Et moi, dans ma pratique, j'ai eu plus de 1000 enfants que j'ai suivis qui ont été traités dans des chambres hyperbares, des enfants qui sont mis à parler pour la première fois, marcher pour la première fois. Parfois, les résultats sont plus légers. C'est des enfants qui ont cependant plus d'éveil, qui se mettent à parler plus facilement. Des enfants qui avaient une motricité qui était très altérée, mais qui s'améliore beaucoup. C'est pas un traitement miraculeux qui fonctionne chez 100% des enfants, mais il y a 75% des enfants qu'on traite qui sont aidés. Et quand ils ont un changement, le changement est permanent. Donc, c'est pour toute la vie. Hein. Donc, on fait un petit traitement qui coûte quelques milliers de dollars et le parcours de cet enfant-là peut être changé. Évidemment, quand on parle de changement positif chez un enfant, c'est un changement pour toute la famille. Hein. Mais ce n'est pas un traitement qui est interdit ici. Là. C'est un traitement parce qu'on entend beaucoup de choses. Ouais. En fait, ce qui est interdit officiellement maintenant par Santé Canada, c'est la vente et la location de ces chambres-là au Canada. Aux États-Unis, c'est ouvert partout, c'est zéro problème. Mais au Canada, Santé Canada, puis on pourra revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure sur leur avis. Leur avis est complètement ridicule, juste farci de fausseté, puis on dirait un avis fallacieux parce que tout dans cet avis-là est faux. Dans l'avis de Santé Canada, on dit que la chambre peut exploser, peut prendre en feu. On parle de chambre portable, hein, puis ça peut jamais arriver. Que ça peut causer des problèmes au niveau des dents, créer des problèmes de glycémie, que ça peut même causer la mort. Et nous, on a pris des contacts avec Santé Canada suite à leur avis qui était publié il y a à peu près 5 ans. C'est en fait, ils se sont
cachés en arrière d'un rempart pour pas nous répondre. Mais j'ai quand même pu parler avec ces gens-là à plusieurs occasions. On a écrit des lettres, de longues lettres pour justement décrier ce qu'ils avaient écrit parce que c'est supporté par rien. On a essayé de comprendre qui avait écrit l'avis, mais pour eux, leur réponse un peu laconique, c'est on a des composeurs d'avis à Santé Canada, mais des gens qui sont même pas spécialisés en rien, là. Ils font juste écrire des avis. Et quand on leur demandait d'où provenaient leurs sources pour écrire des mensonges semblables, Santé Canada nous répond Santé Canada ne dévoile jamais ses sources. Ne dévoile jamais ses sources. Fait que donc, ils sont assis sur leur trône, décident de ce qui est bien ou pas bien, puis ils répondent à personne. Donc, pour moi, c'est absolument aberrant, ça. Et je pense qu'ils devraient répondre à leurs actes, ils devraient répondre à leurs mensonges. Et j'espère qu'un jour, on va être capable de les confronter à ça. Vous vouliez nous parler aussi d'une promesse, d'un commentaire ou d'un engagement de la Coalition Avenir Québec qui est au pouvoir au Québec. Puis par la suite, vous voulez nous parler un peu de quelques indications médicales sur la médecine hyperbare, en quoi, dans quel domaine ça peut aider également. Oui. Alors, oui, écoutez, il y a quelques années, juste avant que la CAQ vienne au pouvoir, on avait eu des rencontres avec François Paradis, avec le ministre Charette, puis donc on a fait une grosse conférence de presse à l'Assemblée nationale avec les médias étaient là, les parents étaient là, le gouvernement était là. Ils ont fait la promesse formelle que s'ils étaient portés au pouvoir, ils paieraient pour tout le traitement des hyperbares, donc dans des chambres portables pour les enfants atteints de paralysie cérébrale au Québec. Ça a même été dans les médias, dans les journaux. Ça fait l'objet aussi d'un reportage à la télé. Et donc, l'engagement était formel. Cependant, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, au lieu de respecter leur engagement, ça fait exactement comme le troisième lien à Québec, là. Donc, c'est tombé à l'eau. Et malgré les pressions qu'on a fait, puis que les parents ont fait aussi sur le gouvernement, ils sont pas arrivés à beaucoup d'explications, mais ont décidé de mettre leur promesse carrément, la mettre de côté. Donc, ils vous ont promis aux citoyens Mère et Monde et des gens comme moi avec le cas d'Arthur Tétrault, où on a dû dépenser au-delà d'1 million de dollars canadiens aux États-Unis. On aurait pu tout faire ça au Québec. Ça a été une promesse, un engagement formel de François Legault, premier ministre du Québec en ce moment, de son gouvernement, et ils n'ont pas respecté cette promesse. Et de façon non partisane, je pense que mon commentaire, c'est que j'invite la CAQ et François Legault et le gouvernement du Québec à respecter cet engagement-là. Parce que, écoutez, nous, on a réussi à sauver la vie de notre enfant. Il va beaucoup mieux en médecine hyperbare. Mais si on avait pu, et plusieurs autres centaines d'enfants auraient pu avoir accès depuis qu'ils sont au pouvoir, on aurait pu, de un, sauver des vies et de deux, améliorer grandement la condition physique de plusieurs enfants. Et c'est d'une tristesse ahurissante. Il n'y a aucune logique à ne pas l'avoir fait, étant donné le peu de contre-indications négatives sur la santé des gens. La médecine hyperbare, ça devrait être une partie prenante de la médecine à tous les jours. Tout à fait. Et si ça fonctionne avec des enfants atteints de paralysie cérébrale ou des enfants qui ont une quasi-noyade, ça fonctionne également, puis il y a plein de recherches qui ont été faites là-dessus sur des adultes qui ont des lésions. Donc, des adultes qui ont des accidents vasculaires cérébraux, des AVC. Il y en a 20 000 à chaque année au Québec qui ont des AVC. Et je vais vous compter, je peux vous dire qu'il y a des recherches qui ont été faites qui démontrent même des transformations du cerveau chez ces personnes-là, une amélioration de 30% de la fonction cérébrale, même des années après leur AVC. Mais je vais vous parler d'une expérience plus personnelle, celle de ma mère. Ma mère, lorsqu'elle était âgée de 91 ans, ça fait déjà 8 ans de ça, vivait seule chez elle, dans la même maison familiale où j'étais élevé dans Saint-Michel. Ça faisait 60 quelques années qu'elle était là. Mon père était décédé quelques années avant, donc elle vivait seule dans une maison de 3 étages, s'occupait de tout, puis nous recevait à souper, etc. Et un bon matin, on l'appelle, puis il n'y a pas de réponse. On s'est présenté chez elle, elle était complètement dans le coma, inconsciente chez elle, ne bougeait pas. Les ambulances sont venues l'emmener à l'hôpital. Et donc, elle était à l'Institut de cardiologie. Ils ont fait un scan qui a permis de voir qu'il y avait eu des embolies cérébrales partout dans sa tête. Ils ont appelé ça un feu d'artifice d'embolie, tellement qu'il y en avait partout. Et
Elle avait une petite atteinte cardiaque avec une valve qui fonctionnait moins bien. Donc, elle devait prendre des anticoagulants, mais la dose était probablement rendue trop basse, puis c'est là qu'elle s'est envoyée une quantité d'embolie. Elle est passée 2 semaines et demie en centre hospitalier, en neurologie au CHUM, etc., pour nous dire qu'écoutez, on s'attend pas à ce qu'elle récupère parce qu'elle ne nous reconnaissait pas, elle n'était pas capable de dire 2 mots, elle ne pouvait plus bouger. Puis on me dit, on va quand même essayer de l'envoyer dans le centre de réadaptation. Fait qu'elle a fait 2 mois supplémentaires en centre de réadaptation, physio, ergothérapie, orthophonie. Puis au bout de 2 mois, elle avait récupéré tellement peu qu'ils se sont dit, ben, écoutez, elle ne peut pas aller plus loin, il faut la placer en CHSLD. Elle était à peine capable de faire des pas avec 2 personnes qui la soutenaient, puis une marchette, mélangeait tous ses mots, elle avait 0 autonomie. Donc, il n'est pas question qu'elle retourne chez elle. Nous, on est 6 enfants, là, puis la plupart dans la région de Montréal. Fait qu'on a décidé, nous, de louer une chambre hyperbare portable, là, donc les chambres à basse pression, puis de l'installer chez elle et de l'accompagner tous les jours en chambre hyperbare. Donc, elle recevait des traitements d'1 heure tous les jours. Et au bout de 2 mois, elle est revenue complètement comme avant. Elle a tout récupéré 100%. Elle est décédée cette année à l'âge de 99 ans, donc elle a vécu... Merci. Mais elle a vécu une vie heureuse avec ses enfants autour d'elle. Elle a continué de vivre toute seule dans sa maison, nous recevait encore à souper, nous battait aux cartes au Scrabble, jusqu'à ce qu'elle décède cette année à 99 ans. Donc, elle a eu 8 années de pur plaisir, puis qu'on a pu partager avec elle chez elle. J'en ai des frissons, je vous interromps. Écoutez, c'est important de répéter ça. Votre mère, qui avait 91 ans, je crois, ouais. Vous aviez tout tenté avec la médecine traditionnelle, la réadaptation, la physiothérapie, appelez ça comme vous voulez. Vous avez tout essayé, mais vous avez pris la décision avec votre famille de louer une chambre hyperbare portative qui a 1,3 fois la pression atmosphérique. Et vous avez traité votre mère combien de fois? Combien de sessions à peu près? Elle a eu près d'une 50aine de traitements. Donc, une 50aine de traitements d'1 heure à peu près. Oui, exact. Pendant 2 mois, 3 mois? 2 mois. 2 mois. Et votre mère, elle est revenue à 100%. C'est-à-dire que vous avez défié tous les pronostics, toutes les chances. On vous donnait aucune chance dans la médecine traditionnelle et vous avez démontré que l'apport en oxygène avec une pression atmosphérique accrue a rétabli toutes les fonctions cognitives et motrices de votre mère. C'est pas rien, là. Elle a retrouvé toute sa tête, sa capacité intellectuelle, ses mouvements, sa parole et tout, envers et contre tous. Envers et contre tous, le système médical. On ne parle pas d'il y a 200 ans, on parle d'il y a quelques années. Et encore, malgré cela, malgré toutes vos études financées à même des fonds publics du gouvernement du Québec, à l'Université de Montréal et l'hôpital, je ne sais pas trop c'est quoi le pourcentage, mais c'est des fonds publics entre l'hôpital Sainte-Justine et l'Université de Montréal, la faculté de médecine. Et nonobstant tout cela, malgré cela, on n'a pas avancé en 8-9 ans. Pire, on contraint l'accès à la médecine hyperbare, qui est très simple et qui fonctionne. Vous en êtes la preuve, je pense, votre mère aussi, mais vous-même aussi personnellement. Oui, tout à fait. Juste mentionner déjà, là, juste avec ma mère, que je trouve absolument odieux puis épouvantable que moi, parce que je connais ce traitement-là, que j'ai fait de la recherche, j'ai pu avoir accès à ça, que ma mère a pu être sauvée. Notre vie à nous a pu être changée complètement et qu'on a sauvé probablement des centaines de milliers de dollars à l'État à cause de ça. Ma mère, si elle avait été un CHSLD, ça aurait coûté 40-50 000 dollars par année minimum, plus une quantité de soins. Elle vivait tout seule chez elle. Elle recevait pas, elle n'avait pas d'aide. Même le CLSC n'allait pas chez elle. Donc, elle a vécu de façon complètement autonome. Mais quand on pense qu'au Québec, il y a 20 000 personnes par année qui ont la même chose. Et ce traitement-là, il pourrait juste être à côté de la salle de physiothérapie et d'ergothérapie. On pourrait mettre une chambre hyperbare. Ça prend un espace grand, à peine plus grand qu'un garde-robe. Et on pourrait traiter les gens pour rien. Une chambre, ça coûte 30 000 $. Et si vous traitez des gens tous les jours, ça revient même pas $1 par jour pour ces traitements-là. Donc, c'est pour moi inacceptable que moi, je puisse avoir une mère qui a été traitée adéquatement, qui lui a permis de sauver sa vie et sauver sa qualité de vie et sauver la nôtre.
alors que tous les gens au Québec devraient avoir accès à ça, et pas tous les gens juste au Québec, mais partout dans le monde. Je termine là-dessus. On va aborder dans quelques minutes, dans le prochain volet de l'entrevue, votre aspect personnel. Mais je suis d'accord avec vous, c'est tout à fait injuste. Imaginez-vous la quantité de gens qui n'ont pas pu être soignés au Québec, des gens souvent qu'on a débranchés aussi de façon aléatoire, en se fermant les yeux sur de meilleures pratiques médicales à moindre coût en plus, avec moins d'effets secondaires souvent que toutes sortes de médications. Alors, c'est plutôt horrible comme scénario, mais je pense qu'il est toujours possible de croire au changement. Je pense que les gens commencent à en avoir ras-le-bol, Dr. Marois, et on veut vraiment secouer la léthargie et le statu quo de la médecine au Québec. Et je pense avec des gens comme vous qu'on va pouvoir y arriver. Je vais donner un autre exemple. Puis là, je vais devenir vraiment plus personnel. Moi-même, j'ai eu un gros accident de vélo il y a 3 ans. Je n'avais pas de casque parce que j'étais dans une place en Floride où c'est une place fermée où donc il n'y a pas de voiture à peu près qui circule là le soir. C'est sur une place où il y a un terrain de golf. Et j'allais quand même assez rapidement et mon vélo a cassé. Mon guidon a cassé par rapport à la fourche, donc ce qu'on appelle le shaft qui passait au milieu, a complètement cédé. Et j'ai été carrément projeté dans les airs. J'ai été frappé une Dodge Caravan stationnée dans son entrée. J'ai causé 5 000 $ de dommages avec ma tête sur la Dodge Caravan. Mais et puis moi, je suis retombé de la hauteur de la Dodge Caravan sur ma tête aussi. Donc, j'avais la lèvre complètement fendue, mais j'ai été complètement inconscient pendant des heures. Donc, grosse commotion cérébrale, les pompiers, les ambulances, la police est arrivée, puis ils m'ont récupéré, amené à l'urgence. Là, j'ai passé une résonance magnétique. Ils ont vu que j'avais pas de dommages à l'intérieur du cerveau, mais que j'avais une énorme commotion. Déjà, le cerveau commençait à enfler. J'ai aucun souvenir de tout ça. Donc, j'ai aucun souvenir de l'accident, aucun souvenir de ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi, aucun souvenir de même la journée d'après. Sauf que j'ai repris un peu conscience assez pour voir le lendemain. Il faut que je trouve une place là-bas en Floride pour me faire traiter en chambre hyperbare parce que je venais juste de faire une grosse présentation en Nouvelle-Orléans sur l'hyperbare dans la paralysie cérébrale, mais un collègue du nord des États-Unis avait fait une recherche sur des traumatismes crâniens, donc des commotions cérébrales chez des jeunes qui étaient inconscients puis qui arrivaient dans les chambres. Il avait démontré qu'avec juste 1 heure de traitement, la plupart des jeunes récupéraient complètement, n'avaient aucune séquelle, puis les signes de commotion cérébrale avec la nausée, le vomissement, le fait que je sois endormi, les étourdissements, les maux de tête épouvantables. Moi, j'avais des Vous, c'était sévère, là. C'était sévère. Vous m'avez dit que vous étiez même pas capable de marcher sans que votre femme vous soutienne ou vous accompagne. Oui, j'étais tellement étourdi, j'avais nausée, j'ai passé ma journée à dormir le lendemain, puis à prendre des Tylenol pour le mal de tête. Fait que le surlendemain, donc à peu près 36 heures après l'événement, j'ai décidé de trouver une place où on pouvait se faire traiter. Et là-bas, il y avait une petite clinique avec des chambres portables. Ma femme m'a aidé parce que j'ai évidemment pas conduire l'auto, puis même pour marcher, elle était là pour m'accompagner puis pour m'installer dans la chambre. Et là, ils ont parti la machine, on a ouvert les compresseurs, je me suis réendormi dans la chambre parce que je faisais ça non-stop depuis 36 heures. Et au bout de 90 minutes, ils m'ont laissé 90 minutes dans la chambre, j'ai entendu le zipper ouvrir, puis et là, je me suis relevé, j'avais plus mal à la tête, j'étais plus endormi, j'avais plus rien. Et la journée même, je conduisais ma voiture, puis je jouais au golf le lendemain. J'ai eu 0 séquelle de cet incident-là. À part des blessures corporelles, aucune séquelle au cerveau. Aucune séquelle, j'ai jamais eu d'autres problèmes, j'ai jamais eu mal à la tête après ça, j'ai jamais été endormi. Alors donc, en l'espace de 90 minutes, ce traitement-là m'a permis de diminuer mon édème cérébral et de retrouver une fonction cérébrale qui était normale. Puis donc, dans les jours suivants, à part de m'occuper de mes points de suture dans le visage, j'avais rien d'autre à faire et j'ai jamais eu de séquelles par la suite. Et là aussi, ça me frustre de voir que
moi, j'ai eu accès à ça, mais que des milliers de personnes, puis des dizaines de milliers de personnes au Québec qui ont des commotions cérébrales et qui vivent souvent avec des séquelles qui sont permanentes, n'ont pas accès à ce traitement-là. Oui. Donc, ça, c'est clair qu'il y a un avantage à le faire rapidement lorsqu'on a une commotion cérébrale parce que ça diminue l'édème cérébral qui est la commotion cérébrale, si on veut. L'édème cérébral, pour les gens qui nous suivent, ça veut dire quoi, un ça veut édème? dire, quand on se fait brasser le cerveau, il a tendance à enfler. Et c'est ça qui donne les mal de tête. Il enfle, mais dans un endroit clos à cause des os, donc ça crée... Donc, ça ferait une pression sur le cerveau et ça crée plein de dommages si on le laisse trop longtemps, cet édème-là. Parce qu'il n'y a pas... Dans les commotions, en général, il n'y a pas eu de saignement ou des choses comme ça, mais l'édème lui-même crée des dommages qui peuvent être permanents. Puis on est capable, si on se fait traiter rapidement, dans une journée ou deux, de réduire cet édème-là et éviter tous les dommages permanents. Des études montrent quand même que même si 2 ans après la commotion, quelqu'un se fait traiter, peut avoir des gains et des améliorations significatives. Mais si on est capable de se faire traiter dans les 2 premiers jours, ça change tout. Comme mon fils Arthur, la même chose. Le plus tôt qu'on aurait pu le faire, le mieux. Exact. Mais on bloque tout. Juste pour rendre un hommage au père de Samuel. Samuel, ton père a eu un AVC, n'est-ce pas? Oui. Comment la médecine hyperbare, il nous reste 1 minute 50, peut aider un citoyen qui a un accident vasculaire cérébral, un AVC? Ben, c'est clair que les études le montrent, puis l'expérience personnelle que j'ai eue avec ma mère qui a eu un très gros dommage dû à son AVC puis qui est récupéré complètement. C'est sûr que pour moi, tous les citoyens qui ont un AVC devraient avoir accès à ce traitement-là le plus tôt possible. Mais même si ça se fait 2 mois, 3 mois ou même 4 mois plus tard, les études le montrent jusqu'à 2 ans plus tard, ça peut changer leur vie. Donc, toutes ces personnes-là devraient avoir accès à ce traitement-là plutôt que d'être placées dans les CHSLD à des coûts faramineux. On pourrait éviter ça dans bien des cas. Parlez-nous un peu des coûts sociaux et des coûts sur l'appareil gouvernemental que l'on pourrait économiser avec la médecine hyperbare. En fait, si on prend simplement l'exemple de ma mère, qui est revenue complètement autonome chez elle à cause de ce traitement-là, ça aurait coûté minimum 50 à 100 000 $ par année pour lui apporter juste les services dont elle avait besoin. Donc ça, c'est une personne. Mais imaginez, il y a 20 000 personnes à chaque année au Québec qui font des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Si vous multipliez 20 000 par 100 000... Je pense que ça fait 2 milliards, je pense. Donc, c'est des coûts sociaux absolument fabuleux. On pourrait sauver certainement des centaines et des centaines de millions de dollars, pour pas dire des milliards, alors que le gouvernement essaie de gratter à gauche, à droite des 1,5 milliard, et qu'on est en déroute complètement dans notre système de santé. Alors, il y aurait des façons vraiment simples d'améliorer la qualité de vie des gens en sauvant de l'argent en termes de centaines de millions de dollars à tout le moins, juste en traitant les personnes, par exemple, qui ont des AVC ou des enfants qui ont de la paralysie cérébrale, qui s'améliorent, qui ont besoin de moins de soins. On a déjà calculé qu'on sauverait probablement 20 fois ce que ça coûte en termes de traitement hyperbare, juste en les traitant, puis donc évitant une quantité de chirurgie, puis de médication, puis d'appareillage, puis etc. Mais outre ça, on doit ajouter que, outre les économies, c'est la qualité de vie grandement accrue qu'on redonne à ces patients-là. Parce qu'on a des résultats qui sont pas 10 ou 20 % meilleurs que les simples pratiques médicales actuelles. Dans certaines de vos études, on a monté la qualité de vie de 28 fois à 32 fois supérieure à ce que les meilleures pratiques médicales actuelles donnent comme résultat. Donc, on donne 28, 29, 30 fois, 25 fois plus de résultats en sauvant des sommes astronomiques d'argent. Donc, c'est pas juste l'aspect économique, mais c'est aussi les citoyens. Combien ça valut à votre mère de pouvoir vivre 8, 9 années de plus en santé et combien ça le valut aux enfants de pouvoir passer du temps de qualité avec leur maman? Exactement. Ça n'a pas de prix. Comment on quantifie ça? Même la vie humaine, ça vaut quoi? Ça vaut beaucoup plus que ce qu'on sauve en termes de sous, effectivement, qu'on pourrait sauver. Mais donc, c'est sûr que le premier élément, c'est l'amélioration de la qualité de vie puis la capacité des gens de vivre de façon plus autonome, plus sereine aussi. Mais il y a aussi des impacts économiques énormes. Il y en aurait d'énormes impacts si on les traitait, ces gens-là, adéquatement. Et ça libérerait le système de santé aussi. Exactement. Au lieu d'avoir des patients qui traînent malheureusement
malheureusement, dans des soins à long terme, si on peut ramener les gens à la maison avec une mobilité accrue, puis qui reprennent leurs états de conscience, leur esprit cognitif. Excellent. Alors, Dr Marois, au nom de Samuel Grenier et de moi-même et toute ma famille, tous les Québécois qui nous écoutent, on tient, viens ici Samuel, on tient à vous remercier du fond du cœur. Ouais. On va faire une prise 2, si ça ne vous dérange pas, avec en français aussi avec M. Grenier, puis pour parler de la médecine, comment améliorer, faire des réformes dans le système de santé au Québec. On va vous réinviter et peut-être faire une émission en direct avec M. Grenier. Penche-toi un peu qu'on le voit. Il faut, ça va améliorer tellement la vie des gens. Exactement. Donc, on a une mission, M. Grenier et moi, de tenter d'améliorer la santé au Québec au bénéfice d'un maximum de citoyens et par ricochet partout au Canada parce que c'est un système public aussi. Et Samuel et moi, on entend des histoires d'horreur non seulement au Québec, mais partout au Canada. Fait que du fond du cœur, on vous remercie et on se voit à la prochaine. Merci beaucoup, Dr Marois. C'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, M. Grenier.